hein, mais bon. Bonjour à tous, donc je vais être le dernier à passer. Je tiens à remercier François Carré et justement aussi Frédéric Schnell de m'avoir permis de justement faire mon post-internat au CHU de Rennes pour venir me former en leur compagnie, qui est fort agréable et je suis un peu triste de partir en novembre. Tu prends ta retraite toi aussi? Ouais, exactement. J'ai pas encore eu un avis de recherche, mais ça ne devrait pas tarder. On a un livre. Merci. Donc moi, la présentation de mon cas, alors on va remonter à assez longtemps. C'était un patient qui toujours pratiquait du sport, qui était né en 53 et qui avait un très bon volume d'entraînement. Et pour que vous ayez une ordre d'idée de ses capacités, en 1980, le 5000 mètres, il le court en 14 minutes 56 avec 20 km par heure en moyenne. Et le champion olympique, il le courait en 13 minutes 20 à l'époque. Donc ce patient, il a un suivi annuel, je ne vais pas revenir là-dessus. Le CG de repos que je vous ai mis en dessous a toujours été normal. Et dans le cadre d'un suivi de performance, il a aussi des épreuves d'effort sous-maximales, qui étaient des tests d'Astran à l'époque, et il y avait quelques ESV isolés. Un jour, on est en 1988, le patient a 35 ans, et puis l'objectif de saison, c'est le 1500 mètres. Et donc il va voir son médecin pour avoir son certificat, et le médecin, la seule chose qu'il va noter dans son courrier, c'est qu'il y a un pouls irrégulier qui lui évoque des extracistales ventriculaires. Et bien entendu, il va demander un avis cardiologique. Donc il va appeler le CHU et on va lui dire que les délais courts pour les patients sportifs, ça n'existe pas, qu'il va falloir attendre. Mais heureusement, ils ont un jeune assistant qui vient d'arriver, qui aime le sport, et en plus il aime les sportifs aussi, et qui va faire un effort pour le voir rapidement. Donc bien entendu, notre jeune assistant lui réalise un ECG de repos, que je vous ai mis ici. Alors, qui reste dans les limites de la normale, même si on peut noter que déjà les ondetés en latéral seront un peu plus aplaties que sur les ECG des années 80. Il lui fait une échographie de repos, qui est normale, aussi bien sur le plan morphologique que fonctionnel. Et il lui réalise une épreuve d'effort. Alors, on ne va pas faire de thèse d'astreinte avec M. Carré quand même, on va faire quelque chose de maximal. Et il ne va pas trouver de trouble de repolarisation. Par contre, des ESV avec nos deux morphotypes qui vont être retard gauche axe inférieur et retard droit axe inférieur, et notamment un doublé en fin d'effort. Et tout ça va quand même poser question à notre jeune assistant qui va dire qu'au final, cette épreuve d'effort, elle est anormale, avec des ESV qui ont des critères péjoratifs, qui sont l'aggravation par simulation catégorique et surtout nos deux morphotypes. Pour se rassurer, il va vouloir faire un ECG, un Holter ECG sur 24 heures, durant lequel il va demander au patient de réaliser 1 heure de course à pied à une vitesse de 15 km/h. C'est un peu dur, je trouve, mais bon, pour cet athlète, ça ira. Et l'arythmie ventriculaire, on va la retrouver surtout en fait, pendant la pratique sportive, et on va notamment retrouver un triplé. Donc tout ça fait qu'il va conclure dans son long courrier qu'on a affaire à une arythmie ventriculaire probablement sur cœur sain, et qu'on ne peut pas laisser notre sportif faire de la compétition pour le moment, et puis on va commencer à lui faire diminuer sa charge d'entraînement, surtout en intensité, on va le laisser les entraînements d'endurance fondamentale, et puis il va le réévaluer au bout de 3 mois. Au bout de ces 3 mois, au final, le bilan il est identique, toujours nos ESV à critères péjoratifs et des doublés, des triplés sur le Holter ECG. Là, cette fois-ci, il décide d'introduire des traitements, donc flécaïne, 200 mg par jour, et surtout, il va diminuer le volume d'horaire de façon drastique, puisqu'il n'aura plus que 2 sessions en endurance de footing. Bilan de contrôle à 3 mois, tout semble plutôt bien contrôlé, nette diminution des charges en ESV, et surtout l'absence d'ESV à l'effort. Tout ça rassure, mais on va pas forcément, il ne va pas tout de suite re-signer l'autorisation pour la compétition, et puis il va demander un bilan de contrôle à 6 mois. Et progressivement, en fait, il va lui réautoriser à reprendre au fur et à mesure un peu d'activité, et pendant 2 ans, rien ne va se passer. Lorsqu'en 1991, il vient en consultation, il va dire qu'il ressent un bloc-nez lorsqu'il fait son fractionné en côte, mais il a du mal à le décrire, et il dit quand même que ça l'arrête dans son effort. Le CE de repos est dans les limites de la normale. Par contre, cette fois-ci, échographie de repos, on a une dilatation biventriculaire qui est à 58 mm. Alors, je n'avais pas le poids du patient à ce moment-là, mais il faut savoir que ce patient il fait 1m66 et que son poids oscille entre 55 et 60. Donc, rapporté au poids, c'était vraiment très élevé. Et la FEVG était estimée à 45%. Donc, l'écho est devenu anormal et l'épreuve d'effort maximal est elle aussi redevenue anormale malgré la flécaïne, où on retrouve dédoublé une courte salve de TV à 4 complexes. Tout ça va entraîner le fait qu'il va décider, dans notre jeune assistant, d'hospitaliser le patient pour la réalisation d'une exploration électrophysiologique qui va être réalisée
sous isuprel, qui va déclencher un accès de tachycardie ventriculaire, qui va être polymorphe et qui va être bien contrôlé sous avlocardile. Comme le patient a 38 ans, bien, il faut une coronarographie qui est normale et la ventriculographie confirme ce qui avait été vu à l'échocardiographie de repos. Ça veut dire un ventricule gauche modérément dilaté, globalement hypokinétique, et un ventricule droit peu dilaté, mais lui aussi hypokinétique. Et il n'y avait pas de valvulopathie. Donc, ce qui est intéressant dans ce courrier d'hospitalisation qui avait été réalisé à l'époque par le professeur Mavo, c'est qu'il évoquait déjà qu'on avait affaire à une cardiopathie biventriculaire primitive associée à une extrasystolie adrénergique, c'est texto les mots qui étaient mis dans le compte-rendu, et que c'était possiblement une DAVD, même si on n'avait pas tous les critères à ce moment-là. Le traitement qui avait été mis, c'est du nadolol 80 mg qui va rapidement être changé parce que le patient se plaignait d'être gêné pour le moindre effort du quotidien. Et quand François va le revoir quelques mois après, le bilan s'est nettement amélioré puisqu'on a retrouvé une FEVG à 50% et l'épreuve d'effort de Holter ECG ne retrouve plus que des ESV isolés, surtout qui ne sont pas présentes à l'effort. Donc désolé, je vais un peu vite. Pendant 10 ans de suivi, rien ne se passe, tout est bien contrôlé et en fait, au fur et à mesure des années, on va autoriser le patient à refaire un peu plus de sport puisque je vous rappelle que après l'hospitalisation, il avait été complètement contre-indiqué au sport. Et à cette époque, en 2001, il fait course à pied et cyclisme, mais il a même une licence de cyclotourisme, et il peut faire des intensités au-dessus du premier seuil ventilatoire. En 2002, toujours asymptomatique, la seule chose qui change, c'est qu'il décide de prendre son traitement le soir, parce qu'il se sent plus confortable quand il fait ses entraînements en fin d'après-midi. Bon, on va voir à la suite qu'est-ce qui se passe exactement. L'échographie et le CG de repos sont dans les limites de la normale. Et bien entendu, quand on n'est plus couvert par son bêta-bloquant, l'épreuve d'effort qui avait été réalisée en fin d'après-midi, on retrouve une salve de SV avec 5 complexes qui va forcément alerter à nouveau François, qui va décider de remettre à nouveau une restriction importante au niveau de la pratique sportive. Et on ne va pas lui renouveler son certificat et on va refaire des épreuves d'effort de contrôle à Holter ECG pour voir si, avec la prise du traitement le matin, on arrive à reprendre le contrôle. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'on va retrouver que des ESV isolés. Ensuite, 15 ans, rien ne se passe, tout est bien sous contrôle. Et bien entendu, sur le cours des 15 années, le patient est très demandeur de reprendre plus de sport, refaire un peu de compétition, même s'il dit qu'il ne va pas chercher la performance. En tout cas, à chaque fois, il redemande plus. Et ce qui arrive, qu'en 2017, le patient il fait 10 heures d'entraînement par semaine. Le CG de repos que je vous ai remis ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a toujours nos ondes T plates en latéral, mais surtout, ce qui m'a marqué quand j'ai repris le dossier, moi, c'était que le voltage en V1 avait nettement diminué. Échocardiographie de repos, toujours une légère dilatation harmonieuse des 4 cavités. Et l'épreuve d'effort, elle est toujours elle est litigieuse, on va dire, mais on a quelques doublés, mais surtout on n'a pas de caractère adrénergique. Et le Holter ECG il est plutôt rassurant, puisque on n'a que quelques doublés et quelques passages en bigéminisme, mais on n'a plus de triplé ou de salve. Donc c'est là où moi j'interviens, on est en 2019, je suis comme les autres à ce moment-là en interchu, et donc j'ai la chance de pouvoir faire les consultations avec le professeur Carré. Je vois le patient qui fait 10 heures par semaine, toujours sous acébutolol. Il me dit juste qu'il a ses performances qui ont diminué, mais pas de palpitations et pas de douleur thoracique. Je refais le CG de repos, et là, sur un tracé de 10 secondes, j'ai déjà 2 ESV avec mes 2 morphotypes. Et là, on est juste au repos sur un tracé de 10 secondes. Alors soit j'ai eu de la chance, soit il y a quelque chose qui s'est détérioré entre-temps. Et puis surtout, ce qui va un peu marquer, c'est que les ondes T qui étaient plates en latéral sont même devenus négatifs uniquement en V5. Alors, ce n'est pas significatif, mais bon, ça peut quand même poser question. Je fais l'échographie de repos, et pour moi, voilà, il y a une majoration de la dilatation quand je compare les valeurs des anciennes échos, et surtout, j'ai une FEVG en fonction de mes boucles, qui est entre 45 et 50%. Et j'ai une hypokinésie qui est globale, aussi bien VG que VD, surtout au niveau de ma paracernale petit axe, au niveau de l'infundibulum pulmonaire, même si j'ai un TAPS qui est dans les limites de la normale. L'épreuve d'effort, j'ai eu que quelques doublés, mais j'avais quand même une vraie sensation d'aggravation à la stimulation catégorgique. Et bon, j'avais en effet quantifié qu'il y avait une petite diminution de performance qui était de 30 watts, mais bon, ça ne m'avait pas plus alarmé que ça. Donc, bien entendu, je rediscute de tout ce dossier avec François, qui me conseille de faire une IRM cardiaque. Et la IRM cardiaque va confirmer le fait qu'on a une dilatation biventriculaire qui est assez importante, surtout au niveau du VD, puisqu'on est quand même à 159 ml par mètre carré.
Et ça confirme aussi l'hypoglycémie globale qui est plus marquée pour le VD. C'est différent que par rapport à ce qu'avait dit la ventriculographie il y a 20 ans, avec une FEVD qui était qu'à 35%. Et il y avait aussi surtout de la zone de rehaussement, une zone de rehaussement tardif au niveau du VG qui était en inférolatéral et qui était en plus transmural. On avait bien entendu complété le bilan avec Frédéric qui avait fait une échocardiographie d'effort, qui avait retrouvé une FEG à l'effort max à 55% et puis une faible réserve contractile du VD, comme je vous ai mis sur l'image. Et bien entendu, au vu de ces résultats, on avait fait une coronarographie qui était revenue dans les limites de la normale. Et le diagnostic qui est proposé, alors je vous rappelle, on est en 2019, à ce moment-là, ça serait une DAVD avec atteinte gauche, mais bon, on ne remplaçait pas totalement les critères pour parler de DAVD, ou alors une cardiomyopathie dilatée biventriculaire. Quoi qu'il en soit, la prise en charge elle est modifiée. À nouveau, à notre patient, on arrête la pratique du cyclisme intensif, on modifie le traitement, on met du Carlone 20 mg, et puis le périndropril, on monte jusqu'à 8 mg. Un an après, le patient bénéficie d'une IRM de contrôle pour sa zone de rehaussement tardif. Et ce qu'on va remarquer surtout, c'est qu'en fait, il y a une amélioration avec une diminution des volumes de 25% et une augmentation de la FEVD de 20% aussi. Et le Holter CG, bien entendu, sur Carlone, c'est nettement amélioré. Donc, si je dois résumer ce patient, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, quand j'ai repris le dossier, c'était le fait qu'en 1991, quand le patient s'entraîne 10 heures par semaine, on évoque déjà une possible DAVD avec une dilatation biventriculaire et une hypokinésie. Forcément, restriction sportive très importante. Et à ce moment-là, en fait, on se retrouve avec un bilan cardio qui s'est pseudo-normalisé, où on n'a presque plus qu'à faire une arythmie ventriculaire sur cœur sain. Et forcément, avec les années qui passent et la demande du patient, on va lever un tout petit peu les restrictions progressivement. En 2002, le patient, comme il décide de prendre son bêta-bloquant le soir, on a à nouveau une salle de télé, donc forcément, on va remettre des restrictions importantes. Et à nouveau, les bilans s'améliorent, pseudo-normalisation, les échos sont normales, l'arythmie est bien contrôlée sous traitement, et les restrictions vont être levées au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'en 2009, le patient atteigne 10 heures d'entraînement par semaine, et à nouveau, on va se retrouver avec un phénotype de cardiomyopathie arythmogène biventriculaire, si on utilise les critères de Padoue en 2020, même si pour confirmer ça, on est en attente justement des résultats génétiques. Donc ce cas, j'ai voulu vous présenter parce que déjà, il représente toute la carrière de François. Et surtout, c'était un cas qui m'intéressait puisque c'était quelque chose que m'avait expliqué François dès mon arrivée en tant qu'interne sur cette idée qu'un volume de sport trop important, avec des faibles temps de récupération, pouvait justement entraîner l'apparition du phénotype de DAVD. C'était comme ça que c'était expliqué en 2012 par Albuquerque. Maintenant, cette histoire de cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, elle n'est plus vraiment trop retenue, et on parle vraiment d'une cardiomyopathie arythmogène avec des atteintes aussi bien gauche, droite ou biventriculaire. Et qu'on va classer en fait dans des desmosopathies où on a une fragilité au niveau de ces jonctions. Et ça m'a posé la question justement de savoir si en fait l'arythmie du ventriculaire sur cœur sain chez un sportif existe vraiment, ou si en fait ces gens-là avaient un volume d'horaire suffisant, comme je vous mets sur le schéma ici. Eh bien, la prédisposition génétique, si elle est faible et que le patient se met à faire 10 heures d'entraînement par semaine, on peut avoir l'apparition du phénotype, alors que s'il ne fait que 5 heures, on n'aura jamais l'apparition de ce phénotype. Alors ça, bien sûr, c'est des hypothèses pour le moment, mais qu'on voit de plus en plus sortir et qui m'intéressent. Et donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce cas. J'avais une question qui me suis posée, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir une normalisation de ce phénotype si on diminue la charge d'entraînement? Donc, je ne vais pas avoir vraiment de réponse à vous donner. En 30 ans, l'évolution des appareils diagnostiques a vraiment changé. Puis il y a eu l'introduction des traitements entre nos deux IRM, mais ça m'a quand même posé question. Et ce que j'ai appris de ce cas, du coup, c'est l'importance de suivre les arythmies chez nos sportifs et de ne pas hésiter à compléter les bilans avec notamment les halters. Parce que quand j'ai relu le cas initialement, c'est vrai que les ESV ne m'avaient pas plus inquiété que ça en 1988 et j'aurais eu tort. Je vous remercie de votre attention. Merci Thibaut, ça m'a permis de rajeunir un petit peu et de voir effectivement. Alors j'en profite parce que je ne sais pas s'il est encore là, mais je pense qu'il est encore là. Philippe Mabot, qui vous avez vu, avait été le premier dans son courrier à déjà évoquer cette pathologie, donc qui est le rythmologue avec qui j'ai eu la chance et
et le plaisir de travailler pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans, puisqu'on s'est connus comme internes, donc ça fait même beaucoup plus que 30 ans. Je dis des bêtises, je ne veux pas vieillir, ça va faire 40. Et Philippe, c'est un ami, bien sûr. Et je ne suis pas sûr qu'il ait eu la suite du dossier de ce patient. Je lui redonnerai le nom. Et comme ça, il verra tout de suite de qui on a parlé. Et puis merci à Thibaut, parce que ça a été un travail de fourmi de tout récupérer sur ce dossier qui montre bien. Alors, on voit plein de choses. On voit l'évolution toujours pareil de l'amplitude du QRS en VD. On voit les troubles du rythme qui disparaissent quand on diminue l'entraînement. C'est ce que dit Alessandro Biffi, un Italien, qui dit qu'il y a des extrasystoles sur cœur sain et que quand on diminue l'entraînement, elles peuvent disparaître. Moi, de mémoire, j'ai au moins 3 cas avec des extrasystoles sévères. Ils ont arrêté l'entraînement 6 mois. Ils ont repris après, ils n'ont plus jamais fait d'extrasystole. Donc ça peut arriver de temps en temps. On a tenté le coup, là, ça c'est pas bien, c'était pas le cas. Par contre, l'ennui, il a quand même pu faire du sport jusqu'à 66 ans. C'est que peut-être que le fait de faire du sport a aggravé sa pathologie. Parce que ça, c'est connu maintenant dans les maladies rythmogènes du VD, aussi les laminopathies. Si vous faites du sport intense, et en particulier d'endurance, donc de longue durée, vous aggravez un petit peu la pathologie. Donc là, peut-être que sur ce coup-là, on aurait peut-être mieux fait de lui interdire définitivement. Et puis, voir l'évolution, comme l'a dit Thibaut. Aujourd'hui, on ne parle plus de maladies rythmogènes du VD. Maintenant, dans les recommandations de l'ESC, c'est les cardiopathies arythmogènes et les cardiopathies arythmiques, selon les termes, qui sont pris. On refait une grande famille. Ça fait longtemps que Corrado avait dit qu'il n'y avait pas que le VD, et le VG pouvait aussi être touché par ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. Et puis merci à tous d'avoir tenu le temps.